Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour Marquer Strat, une fois encore à recevoir des experts du secteur de la communication, de la publicité et des annonceurs qui viennent nous expliquer leur dernière campagne, leurs dernières activations et surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Alors à la une cette semaine, une agence pas comme les autres, il s'agit d'Avas Paris qui fête ses 35 ans avec la sortie d'un livre qui retrace des histoires de com. Qu'est-ce qui fait son ADN aujourd'hui? Comment l'agence a-t-elle évolué au cours des 35 dernières années? On en parlera avec son coprésident Julien Carrette. Le mois de mars en pub, j'ai invité l'expert de la pub et de la com, Frédéric Roy, à venir nous dire quelles sont les publicités qui ont marqué son attention ce mois-ci. Il nous révélera également son coup de cœur du mois. Et puis encore une star, une de plus, cette fois c'est Zalando qui fait appel à Bilal Hassani pour promouvoir son style. La marque encourage à travers cette campagne l'acceptation et la confiance en soi. C'est Marquer Strat et c'est l'épisode 27. Et à la une cette semaine, Julien Carrette, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes coprésident de l'agence Avas Paris qui fête ses 35 ans cette année avec la sortie de ce livre. Très bel ouvrage, mais pourquoi ce livre, Julien ? En effet, pourquoi fêter ses 35 ans? J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est né d'une histoire très simple, c'est que quand on discute avec nos salariés, 60% d'entre eux n'étaient pas là il y a 4 ans. 60%? Oui, donc il y a énormément de jeunes, énormément de nouveaux talents. Et ils ne portent pas totalement la culture, l'histoire, les cas qui ont jalonné notre histoire. Et on pensait que c'était bien de partager cette culture. Airbus, EDF, Areva, tous les grands cas de transformation qu'on a accompagnés dans les 30-35 dernières années. On pensait que c'était puissant qu'ils puissent porter cet héritage. Julien, le sous-titre, c'est « Histoire de com d'une agence pas comme les autres ». Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, votre agence, Julien ? C'est une agence bizarre. Parce qu'on a mis dans la même boîte des gens qui font de l'influence, des relations publiques, des gens qui font de la création, des gens qui font du social, des gens qui font de l'événementiel, de la com interne ou du CRM. Et tout ça fait une auberge espagnole qui fonctionne. Et donc, c'est un modèle très original, en prise avec la société. Je crois qu'on a été en veille sur des mouvements de société qui ont bougé avant les autres, qui a inventé des nouveaux formats hybrides. Qui se souvient qu'on a fait le premier guide pour les drogues savoir plus, risquer moins, le brand content, 1 million d'exemplaires distribués dans les kiosques. Et puis, investissant sur la créativité, parce que quand on a analysé la société, quand on a compris les enjeux, à la fin, c'est quand même une idée, un spin, qui permet de transcender cette complexité et puis de raconter une histoire singulière pour les marques. Donc, on a toujours investi sur la créativité depuis le début. Donc, voilà, c'est un animal un peu étrange, cette agence. En 35 ans, le monde de la pub a évidemment énormément évolué. Qu'est-ce qui n'a pas changé chez vous ? Ce qui n'a pas changé, c'est un peu ces deux fondamentaux-là, c'est-à-dire être en prise avec les signaux faibles de la société. Donc on a un gros département de planning stratégique qui s'appelle le Cortex, dirigé par Benoît Lauzé, qui d'ailleurs a contribué à ce livre en premier chef pour comprendre ce qui se passe en société. Hier, on présentait une étude sur la distribution. C'est probablement le secteur dans lequel il se passe les choses les plus intéressantes sur le rapport à l'inflation, au bio, aux frais, au pouvoir d'achat. Ouais. Et puis le deuxième pilier, c'est la créativité. C'est grâce aux idées, grâce aux dispositifs originaux, grâce aux nouveaux formats qu'on peut émerger, être entendu et aller chercher les gens dans des environnements où ils sont parfois éloignés des marques. À l'inverse, qu'est-ce qui a le plus changé en 35 ans ? Ce qui est dingue, c'est qu'on est l'année de Mitterrand, l'année de naissance de Rihanna, donc effectivement les réseaux sociaux, quoi. Je prends TikTok, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs leviers de communication corporate. Au début, TikTok, on croyait que c'était pour regarder des gens qui faisaient des chorégraphies et des blagues. Aujourd'hui, c'est un levier d'employés advocacy, de marque employeur, de discours sur l'environnement, la société. Donc voilà comment un réseau social a complètement transformé le paysage. Et aujourd'hui, vous avez une classe d'âge qui passe environ 2h30, 3h sur TikTok chaque jour. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Alors vous parlez des jeunes et vous avez commencé cette interview en disant qu'il y avait 60% de vos effectifs qui n'étaient pas là il y a 4 ans, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de jeunes en entreprise. Et pourtant, il n'y a pas un patron d'agence qui vient me voir aujourd'hui en me disant j'ai un problème d'attractivité, c'est difficile d'aller chercher les jeunes. Vous n'avez pas ce problème ? Si, c'est pas facile, parce que la communication, dans ce monde en transformation, cette révolution écologique, cette transformation du capitalisme, on est un peu regardé comme une raison de la cause du problème.
On fait la promotion de produits qui viennent de Chine, qui arrivent par bateau et qui sont consommés en Europe. Et moi, je crois profondément qu'on est aussi une des solutions. Ouais. Parce que la communication peut être un levier de transformation, d'accélération des transitions. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de raconter à la jeunesse en leur disant, ce métier, il est passionnant parce qu'il a un pouvoir pour faire changer les comportements, changer les habitudes, changer les représentations autour de la société et des marques. C'est dans cet esprit-là que vous aviez travaillé pour l'ADEME. Alors effectivement, merci de souligner cette campagne dont on est très fiers, la campagne du dévendeur qui a fait un peu polémique en plein Black Friday. Au milieu d'un maelstrom de communication pour les marques, on a allumé une petite lumière avec l'ADEME et le dévendeur qui disait aux gens, au moment de faire un achat, interrogez-vous, est-ce que je pourrais réparer, est-ce que je pourrais louer, est-ce que je pourrais échanger ou est-ce que je peux acheter un certain type d'objets qui sont particulièrement vertueux. Donc on a allumé cette petite lumière pour dire un autre futur est possible. Évidemment, on croit à la consommation, on croit au magasin, on croit à l'industrie, mais on pense qu'il faut faire le pari de l'intelligence des gens en leur disant est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous avez d'autres, des alternatives de consommation ou d'échange possibles? C'est ça qui rend aujourd'hui du sens, en fait, finalement, dans le métier de publicitaire, c'est d'aller essayer de construire de nouveaux futurs et d'anticiper et d'accompagner ces transformations-là? Ah oui, on ne changera pas la société juste avec des normes et des taxes. Donc, pour changer la société et la consommation, il faut dire que l'investissement socialement responsable, c'est cool. Il faut dire que la voiture électrique, c'est intéressant. C'est-à-dire, il faut montrer que ce futur, il est stimulant et créer du désir sur ces nouveaux univers. On ne changera pas juste avec des normes. Et puis, moi, je crois beaucoup aussi au rôle des rôles modèles. C'est-à-dire, pour changer, il faut des gens qui courent devant, des entreprises, des dirigeantes, des dirigeants. Estelle Brachlianoff chez Veolia, les patrons du Crédit Mutuel, enfin des entreprises qui courent devant et qui font bouger toute une catégorie et qui donnent envie aux autres de se projeter ou d'être embarqués dans cette dynamique. Comment vous travaillez avec vos créatifs sur ces nouveaux futurs désirables ? C'est assez subtil, c'est plutôt de la formation, plutôt de l'échange. Nous, on a fait des ateliers, notamment avec des partenaires qui travaillent sur ces imaginaires pour essayer de réfléchir à ce que c'est que de porter un pull dans un appartement pour dire on n'est pas obligé d'être en t-shirt, on peut mettre un pull chez soi, d'être à 3 ou 4 dans une voiture plutôt que tout seul. Donc, c'est des petits signes comme ça. Et on a d'ailleurs un outil à l'agence de monitoring de nos campagnes qui permet de regarder dans des films ou dans des campagnes qu'on produit dans des sites internet comment distiller des signaux de ce nouvel environnement, de ces nouvelles normes de représentation. Après, la publicité, ça reste un métier de stéréotype. Et donc, c'est là où c'est subtil, c'est qu'il faut quand même jouer un peu avec les idées reçues, les a priori, les stéréotypes des gens. Donc, on essaye de trouver un chemin qui reste créatif et surprenant, mais qui transcende un peu on va dire, les poncifs sociétaux qu'on se trimballe depuis 20, 30 ou 40 ans. Une campagne que vous avez fait, par exemple, dans ces dernières années et que vous ne pourriez pas refaire aujourd'hui ? Je pense que les communications sur l'énergie ont énormément changé. Je ne sais pas si on referait exactement le film Areva comme on l'a fait aujourd'hui. Je ne sais pas si certaines questions de société, on les aborderait de la même manière. Vous avez peut-être vu dans le film, on a fait des campagnes sur le sida, où on a fait carrément des films qui passaient après le journal du Hard pour raconter le préservatif de façon très concrète. Alors cela dit, je vous dis ça, puis le dernier prix stratégie du Conseil régional d'Île-de-France a joué avec ces codes du porno. Donc peut-être qu'il y a des retours comme ça de choses qu'on a faites il y a 30-35 ans, qu'on ne faisait plus et qu'on va peut-être refaire demain pour aller rechercher les gens, les rechallenger avec des nouveaux formats. Quelles sont vos ambitions, vos enjeux là, pour 2024 ? On est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire on regarde cette année avec à la fois beaucoup d'envie et puis des petits signaux économiques subtils. On a la chance d'être plutôt embarqué par un bon démarrage d'année. On est très engagé aussi sur Paris 2024 parce qu'on est, au travers de notre filiale événementielle, une des agences qui contribue à l'organisation de la cérémonie d'ouverture et puis de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques aussi. Et puis on accompagne des marques qui sont très engagées dans les Jeux parce qu'ils sont partenaires de rang 1, de Rantra, d'LVMH, La Poste et d'autres entreprises, Orange avec la Night Run. Donc voilà, on a beaucoup d'actualités liées à ce grand moment au mi-temps de l'année que sont les Jeux Olympiques. Et comment on fait alors quand on a autant de besoins de communication sur un seul événement pour faire la différence d'une marque à une autre ?
On fait confiance à la créativité, on fait confiance à la surprise, et puis on fait confiance à une forme de constance. Je pense qu'il est très intéressant dans la stratégie que mène LVMH dans ce partenariat, c'est que c'est pas juste un affichage de marque pour mettre deux logos côte à côte, c'est un vrai engagement d'entreprise au travers de produits, au travers de lignes de vêtements, au travers des médailles que vous avez peut-être vues il y a quelques semaines qui ont été révélées avec Chaumet. C'est-à-dire, c'est pas un partenariat uniquement de branding, c'est un partenariat humain, industriel, créatif. Donc je pense que cette constance, cette capacité à rythmer un partenariat, c'est ça qui fait qu'on peut faire la différence. Vous disiez, on regarde cette année 2024 avec des signaux économiques un peu négatifs. Néanmoins, comment va l'agence aujourd'hui ? Alors l'agence va très bien. Elle a fait une croissance assez soutenue sur les 2 dernières années. Elle regarde cette année effectivement avec un peu d'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont très soutenues. Le social media qui croît énormément. La marque employeur, l'employé de Vocacy. On vient de gagné Dassault Systèmes il y a 2 jours en employé de Vocacy. Donc tous ces sujets autour de RH et communication sont très en croissance. Et puis on a des annonceurs qui nous disent on va peut-être attendre les européennes, les Jeux Olympiques pour investir en septembre à la rentrée. Donc voilà, on a un attentisme sur certains métiers de communication, une partie de la publicité, une partie du marketing, et puis d'autres qui sont très en force. Donc on est un peu dans ce moment ambigu de l'économie et de la société française. Merci beaucoup Julien Carrette. Je rappelle que vous êtes le coprésident d'Havas Paris et je rappelle donc l'ouvrage qui vient saluer les 35 ans de l'agence. Et alors cette semaine dans En Agence, pas d'agence, mais un expert en communication et en publicité. J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Alors Frédéric, moi je vous ai fait venir parce que j'aime bien avoir votre regard sur ce qui se passe dans ce monde de la pub et de la communication qu'on décortique chaque semaine. Et je voulais savoir ce que vous aviez retenu de ce mois de mars en termes de créativité. Parce que moi j'observe des choses, mais je voudrais avoir votre avis. Alors, effectivement, vous m'avez posé la question et donc je me la suis posée. Je regarde toujours évidemment et j'ai scanné avec un petit peu plus d'attention. Et en fait, il y a 2 marques, je vais parler plutôt de marques qui m'ont interpellé par leur campagne. C'est des marques historiques en fait, des marques qui ont gagné des prix. Il y a Perrier qui a gagné un prix extrêmement fameux, qui longtemps a été le seul grand prix film à Cannes en 91 avec un film de Good. Donc tous les gens qui l'ont vu à l'époque se souviennent, le lion, la femme et le lion qui se disputent la bouteille de Perrier, voilà. Perrier, depuis, a fait des tas de très très belles campagnes, d'ailleurs, avec beaucoup de grands réalisateurs. Et puis, ils reviennent comme régulièrement, un petit peu tôt par rapport à la météo, mais bon, il faut être prêt. Oui, parce que pour une com sur les terrasses, c'est un peu tôt. C'est un chouïa tôt, je vous l'accorde. Mais en réalité, j'ai regardé, c'est assez souvent le cas. Ils sortent, ils anticipent un petit peu. Alors, je ne sais pas, c'est pour que les cafetiers préparent leur terrasse. Leur terrasse. Toujours est-il qu'ils sortent cette campagne. Alors, bon, je ne veux pas décourager les gens de l'agence Ogilvy, qui sont, non pas les mêmes, mais c'est la même agence que celle qui faisait les lions à l'époque et qui gagnait des lions aussi. Mais je crains qu'il ne gagne pas un grand prix film cette année avec cette campagne. Néanmoins, c'est une campagne qui est assez remarquable. D'une part parce qu'elle est très bien réalisée, elle est très belle, elle est bien écrite. Cette terrasse de café sur laquelle on se balade avec cette voix off qui raconte... Celle de Guillaume Canet, encore une star, parce que décidément, il y a des stars dans toutes les pubs cette saison. Bah, c'est ça, oui. C'est le retour des stars. Et donc, c'est très agréable à écouter, c'est très parisien, il y a du shabadabada, enfin bon, voilà. C'est peut-être un peu trop parisien, d'ailleurs, pour une campagne nationale. Alors j'ai pensé à ça aussi, et je vous livre... personnellement, l'argument que personne ne m'a donné, ni chez Perrier, ni chez Ogilvy, qui est que ce sont quand même des campagnes qui sont destinées aussi à l'international, et que, ben voilà, Perrier, c'est quand même, c'est Paris, c'est la France, donc oui, c'est très parisien, un petit peu trop. J'aime bien le nom du café La Source. C'est vrai. C'est assez... voilà, et puis il y a une espèce de légèreté et d'élégance. Elle est assez esthétique. Elle est esthétique, en fait. Elle est discrètement esthétique. C'est ce que je trouve assez chic. Dans ce que j'ai vu ce mois-ci, elle fait effectivement partie de ces campagnes. Encore une fois, il y a assez peu de chances qu'elle emporte de grands prix, mais elle est en plus dans l'air du temps. On fait probablement plus, ou
beaucoup moins qu'avant, des choses très spectaculaires, très détachées du réel. Et donc, oui, je trouve qu'elle fait pas mal le boulot, quoi, en fait. Mais Frédéric, vous m'avez parlé de 2 marques. Ouais. Absolument. Quelle est la deuxième? C'est également une boisson, mais celle-ci, elle est un peu plus sucrée, également pétillante, c'est Orangina. Ouais. Orangina, avec, pareil, les campagnes d'Orangina, il y en a eu des dizaines. On se souvient évidemment de celle de Shabbat, mais il y en a eu encore avant. Oui, celle de Shabbat dans le... Oui, même joueur joue encore. Enfin bon, voilà, c'est pareil, c'est une espèce de madeleine, si on peut dire d'une madeleine... Pour une Orangina, oui, pourquoi pas. Mais bon, disons que c'est une madeleine liquide. Et là, à nouveau, il n'est pas facile pour l'agence. Pour le coup, c'est pas la même. Là, c'est Marcel qui a le budget depuis 3 ans, je pense, qui a pris le sujet. Et c'est assez mignon, cet oranger qui, je sais pas, en fait, en la revoyant, je me suis dit, ça doit être une orangère parce que c'est un oranger qui a une voix de femme. Enfin, c'est vrai. Sont 2 orangers qui ont des voix de femme. Mais je sais pas si on peut dire une orangère. Toujours est-il que ces arbres regardent une petite orange, l'une de leurs progénitures qui s'est transformée en orangina, et elles sont fières parce que les autres enfants, c'est pas si facile que ça. Apparemment, la vie des oranges est... Et le claim, c'est orangina, ce qui peut arriver de mieux à une orange, c'est ça? Et le thème, voilà, c'est exactement ça, ce qui peut arriver de mieux à une orange. Alors, pareil, il y a eu... J'ai pas envie de dire mieux, mais c'est vrai que on est dans une époque, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait sur Perrier. Il y a eu des films Perrier, depuis Le Lion, qui insistaient sur la chaleur. On peut plus trop faire ça, tout fondait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Voilà. C'était Good aussi, d'ailleurs. On peut plus faire ça. La chaleur, c'est plus trop un thème de rigolade, quoi. Alors bon, le flipper peut-être aussi, mais le flipper peut-être passerait encore. Voilà, le flipper passerait encore, mais on est quand même dans une période où les marques et par conséquent leurs agences font quand même assez attention, très attention à ce qu'on va dire d'elle. Tous ces films sont jugés instantanément. Si jamais il y a le moindre glissement par les réseaux sociaux, et vous connaissez le jugement, il est terrible. Et donc, on peut comprendre effectivement que il y ait une envie, évidemment, de qualité, et ce film Orangina, moi je trouve qu'il est très bien écrit, il est drôle, les dialogues sont vraiment réussis, ça tombe pile. Là non plus, c'est pas du grand spectacle, c'est pas du grand cinéma, c'est aussi très français d'ailleurs, au passage. C'est pas parisien, mais c'est français. Mais c'est très sympa. Moi, je trouve, voilà, on n'ira pas à Cannes avec, je pense, mais ça mérite un clin d'œil. Vous vouliez me parler aussi d'une campagne au Canada où là, finalement, la marque a plus besoin d'afficher son nom. Ouais, et ça, c'est l'attribut des grandes marques, c'est McDo. McDo, ils nous l'ont fait en France. Alors, je ne sais pas si on peut convoquer Joe Lapompe, mais qui étudie les copycats. Qui étudie les copycats, etc. D'ailleurs, ce n'est pas, à ma connaissance, un copycat, mais ça part de la même idée, c'est-à-dire on montre juste le produit emblématique. Il n'y a pas besoin d'écrire la marque. Ça avait été fait en France par TBWA, notamment avec des pixelisations, des icônes, etc. Là, au Canada, ce qui est assez joli, c'est des confettis, en fait. C'est une explosion de confettis qui va... Et je ne sais pas si vous avez vu le making-of, mais le making-of est dingue de la campagne. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que, effectivement, quand on voit l'image, surtout à notre époque Moi, je pensais qu'ils avaient fait ça avec de l'IA, et voilà. Et pas du tout, en fait. Ouais. C'est ça qui est sympa, en plus, c'est que c'est fait à la main, quoi. À l'ancienne, si on peut dire. Et ça demande du boulot. Et je trouve, bon, évidemment, c'est merveilleux quand une marque est à ce point connue et ses produits à ce point connus qu'ils n'ont plus besoin de dire autre chose que c'est nous. C'est quand même assez formidable. Votre coup de cœur du mois, Frédéric? Alors, mon coup de cœur, il est aussi particulier, et c'est pareil, je crains que ce ne soit pas non plus un énorme prix, mais c'est une campagne pour Peugeot 5008. Alors, ce qui m'intéresse dans cette campagne, qui est la nouvelle Peugeot 5008, il y a plusieurs aspects intéressants. Le premier, c'est que c'est la première campagne d'Accenture Song. C'est quoi Accenture Song? C'est la filiale publicitaire d'Accenture, dont c'était pas vraiment le boulot, qui fait peur énormément au monde de la publicité parce qu'ils sont beaucoup plus riches, qu'ils ont acheté une agence qui s'appelle Droga 5, et donc David Droga est le patron d'Accenture Song, et donc ils ont gagné le budget Peugeot, c'est quand même
pas rien. Hein. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'ils ont racheté Droga5, donc Oui, mais ça met du temps. Ça met du temps à construire une offre, d'une part. Ensuite, il faut gagner les pitchs, quoi. C'est ça. Donc, et ils l'ont gagné, l'année dernière, et donc ça sort maintenant. C'est pas rien, quand même, Peugeot, c'est des marques qui travaillaient avec Havas depuis, je crois, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, donc, oui. Avec les différents aspects d'Havas, tout comme Publicis avec Renault, pratiquement depuis qu'ils existent, quoi. Donc ce sont des liens qui sont très très forts, et tout d'un coup, là, c'est un outsider, littéralement, qui prend le budget, qui sort une première campagne, un reveal de la Peugeot 5008, que j'ai trouvé intéressant. Alors bon, c'est de la 3D, c'est très moderne, c'est assez joli. Ce sont d'énormes animaux qui apparaissent comme ça. Et ce que dit la campagne, c'est... La voiture n'est pas aussi grosse que la baleine, que le diplodocus, etc. Mais elle a des tas de qualités. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, la réalisation est assez jolie, assez léchée, c'est vraiment très bien fait. Ce serait bien le moins de la part d'une telle agence. Mais ce que j'ai surtout trouvé intéressant, en fait, c'est que pour une révélation de voiture, on ne voit pas la voiture circuler lentement dans la ville sous l'œil ébahi des passants, déclenchant des artifices pyrotechniques ou peu importe. Pour une fois... on voit le détail de la voiture et c'est pas mal. Alors peut-être que quand il s'agira de convaincre les concessionnaires, on reviendra à des choses plus basiques. Plus basiques, mais c'est intéressant. C'est presque aussi disruptif qu'une pub pour un parfum de luxe où on ne verrait pas une actrice marcher dans la rue, vous voyez ? Par exemple, c'est ça, exactement. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi que là encore, il y a beaucoup de place accordée à l'esthétisme, d'une part, et puis de deux, vous le disiez tout à l'heure, on ne peut plus communiquer comme avant. Et le parallèle avec la voiture et la nature n'est pas aisé de prime abord. Exactement, parce qu'on a toujours... il s'est installé, c'est incroyable, parce que la publicité automobile a été une des plus créatives qui soit jusque dans les années, peut-être début des années 2000. Et puis ensuite, ça s'est rétracté. Ça s'est rétracté parce qu'il y avait une peur de se tromper, purement et simplement, et pas prendre de risques. Et puis parce que la voiture est de plus en plus critiquée. D'ailleurs, j'ai vu à propos de cette campagne quand même de 5008, sur les réseaux, quelques commentaires disant quand même ces voitures sont énormes, sont très lourdes, il serait peut-être temps de faire des choses plus légères. Donc même quand on essaye de faire un peu décalé, de se mettre dans l'air du temps, de ne pas être provocateur, il y a quand même un regard qui est acéré, si on peut dire, du consommateur, ou en tout cas du commentateur. C'est pas sûr que ces gens-là, de toute manière, achèteraient cette voiture, peut-être ou pas. Et donc, on comprend aussi, je pense, une frilosité, ou en tout cas une prudence, aussi bien de la part des marques que des agences, à s'exprimer comme ça sur des sujets qui sont pas absolument évidents. N'empêche que c'est ça qui est sympa dans la pub, ça reste créatif, on reste... Il y a Julien Carrette qui en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est l'essence, si je puis dire, de ce métier et de cette activité, c'est qu'elle est capable de s'adapter, de trouver des nouvelles idées et on verra encore des très belles choses qui sont peut-être pas aussi barrées que pouvait l'être le Lyon ou d'autres campagnes, encore que l'IA permet de faire des tas de choses. Certainement des tas de choses. On n'a encore rien vu, je pense. Merci Frédéric, vous revenez le mois prochain ? Avec plaisir, Aurélie. Merci. Et on termine cette émission en compagnie de Laura Toledano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France, UK et Irlande de Zalando. Vous avez lancé il y a quelques semaines une campagne avec Bilal Hassani. D'abord, moi, j'aimerais savoir comment est née un peu l'idée de cette campagne. Alors, tout d'abord, elle est née du fait que Zalando... Pour remettre un peu le contexte, Zalando, on est une plateforme de mode et de lifestyle. On est disponible dans 25 pays, on a 50 millions de consommateurs. Et la France est le 3e pays chez Zalando. D'accord. Donc on vend de la mode, du sport, de la famille, etc. Et là, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut incarner nos valeurs et notre ADN Zalando au travers d'une campagne marketing. Et on a des valeurs de diversité, d'inclusion et de confiance en soi, comment la mode peut vous donner la confiance d'affronter vos challenges du quotidien. Et donc on est parti dans une histoire à double entrée, celle d'un artiste célèbre qui a son propre niveau de stress,
et celle d'un étudiant qui passe devant un jury. Et en construisant un peu le brief, tout simplement, de la campagne, on s'est dit, mais quelle serait la meilleure personnalité pour incarner ce besoin de bien s'habiller pour avoir confiance et affronter les défis du quotidien. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée avec Bilal. Ce parallèle, il nécessitait forcément d'avoir une star assez emblématique qui parle aussi à une génération plutôt jeune. Alors oui, pour nous, il est important quand même d'avoir... Zalando a quand même une cible assez jeune, donc on voulait rester quand même dans notre cible. En revanche, l'idée de la campagne, c'était qu'elle s'adresse à tout le monde. Et voilà, et c'est qu'on soit une star célèbre, qu'on soit finalement un étudiant ou une mère de famille qui doit représenter ses enfants, je sais pas, à un conseil de classe, on a tous nos moments de stress. Et la mode, bien s'habiller, se sentir bien dans ses vêtements, peut être un élément qui vous permet de vous assumer davantage. Quels sont les retours que vous avez eus sur cette campagne, là, quelques semaines après ? Alors, ils ont été très positifs, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était une campagne qui était facile à comprendre. Ouais. On avait la voix off de Bilal. Donc déjà, il a une voix hyper emblématique, hyper chaleureuse. Donc c'était vraiment une campagne avec beaucoup de valeurs très bien incarnées, facile à comprendre. Et puis, le thème parle à tout le monde. Donc des retours très positifs. Quels sont les ROI que vous allez regarder sur une campagne de ce type-là ? Alors, quand on fait une campagne où on va viser des canaux de distribution comme des campagnes d'affichage, comme de la télé, etc., l'idée, c'est vraiment la notoriété de la marque et la considération. Donc, l'idée, c'est vraiment, est-ce qu'on va mieux retenir Zalando demain grâce à cette publicité et est-ce qu'on va la considérer comme la plateforme mode de référence ? Donc, c'est vraiment ce genre d'éléments qu'on va mesurer et pas forcément la conversion. C'était pas l'objectif numéro un. C'était pas l'objectif. Le message, c'est celui de la confiance en soi. Comment ça s'inscrit dans la culture de votre entreprise aujourd'hui, un message comme celui-là ? Alors, pour nous, vraiment, Zalando, la diversité et l'inclusion, ça fait partie de l'ADN et on a une approche très holistique du sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans le marketing ou ce n'est pas uniquement dans le recrutement, c'est vraiment 360. Donc, on essaye de vraiment créer un environnement de travail très inclusif, notamment avec beaucoup d'initiatives de femmes dans la tech, avec beaucoup d'initiatives aussi sur les personnes en situation de handicap. Donc, un espace de travail inclusif, des leaders qui doivent montrer l'exemple et également un assortiment qui doit suivre. C'est-à-dire que, par exemple, on a lancé une collection de mode inclusive, c'est-à-dire que pour les personnes en situation de handicap. Donc pour la première fois, Zalando, au travers de ses marques propres, a designé une collection spécifique pour que les personnes en situation de handicap puissent s'habiller confortablement tout en étant dans la tendance. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et on a eu des retours extrêmement positifs. On a lancé la première collection en 2022 et on lance la prochaine cette année. Puisque vous parlez de choses qui se poursuivent dans le temps, vous pourriez imaginer une série avec Bilal Hassani demain en termes de communication publicitaire ? Écoutez, pourquoi pas ? Faut toujours rester ouvert. C'est une très bonne idée que je prends. Mais l'idée, c'est vraiment en effet, d'inscrire Zalando aussi dans le temps et que ces valeurs, elles soient répétées, elles soient expliquées pour qu'elles soient associées aussi à notre marque. Merci beaucoup, Laura Toledano. Je rappelle que vous êtes directrice générale France, UK et Irlande de Zalando. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver en replay sur le site Bismart, bismart.fr et aussi en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute habituelles. Je vous dis à la semaine prochaine.